Salut mes nakamas, c'est Doc, j'espère que vous allez bien. Ce chapitre 907, c'est une folie. Franchement, c'est une folie. J'ai bossé comme un taré dessus. Et au fur et à mesure que j'y allais, j'avais des trucs qui me venaient dans la tête, j'avais des idées, des trucs de taré. Donc, je suis obligé de faire cette vidéo en deux parties. La première partie que vous allez voir ici, on va parler des hommes poissons, on va parler on va parler du trône, on va parler de Shanks, enfin on va parler de plein de trucs, mais on ne va pas parler de Big Mom, de Kaido et aussi de la marine. Pourquoi? Parce que on va faire ça dans une deuxième vidéo, et dans la deuxième vidéo, je vous promets, je suis parti loin, je suis parti tellement loin que j'ai dépassé Raftel et que je suis en train de faire une deuxième fois le tour de Grand Line pour revenir dans le Nouveau Monde pour atteindre Raftel. Je suis parti trop loin. Mais de toute façon, on verra ça dans la deuxième vidéo. Là, par contre, il y a quand même pas mal de trucs à parler et il va y avoir des petites pépites. Moi, je vous le dis, il va y avoir des petites pépites. Alors, on va se calmer un petit peu. On va faire ça en trois parties pour éviter de partir en live. La première partie, on va parler de l'altercation entre le Charlot, le connard, hein, bien sûr, et ce qu'il a fait par rapport à Shirahoshi. L'arrivée, bien sûr, de Luffy. Donc ça va être une première partie. La deuxième partie sera par rapport au trône. Là, il y a des bonnes petites informations que vous allez voir, des bons petits trucs. Et la fin, on va parler, bien sûr, de Shanks. Et là, waouh, Ultimate Revelation. Oui, je commence à m'exciter, je le sens que je m'excite. Charlot, Neptune, Luffy, Shirahoshi, waouh, waouh, il y a des... Ça, franchement, encore une fois, dans la construction narrative de ce chapitre, on est passé d'un truc rigolo, de la révélation, à de l'émotion. Et après, encore une fois, une grosse révélation avec de la badassitude. Mais c'est ça que j'aime, c'est-à-dire que tu voyages dans un chapitre qui fait seulement que 16 pages. 16 pages. Enfin, c'est un truc de fou. Et ce que j'ai adoré, c'est toutes les symboliques qu'il y a eu dedans. Premièrement, le fait qu'ils se connaissent depuis très peu de temps, mais ils s'aiment comme des amis qui se sont connus depuis la naissance. Et là, bien sûr, je parle de Vivi, Rebecca et Shirahoshi. Tout ça parce qu'elles sont liées par rapport à une personne. Et encore une fois, on voit la force de Luffy. La force de se faire des amis. Et des amis entre eux. Même Léo et Sai. C'est-à-dire qu'à un moment, on voit Sai qui dit non, on peut pas attaquer. Et là, il y a Léo qui va. Et Sai il dit tant pis, j'y vais. Il va au-delà des répercussions sur son peuple pour sauver une amie de son capitaine. Et là, il y a une symbolique sur la puissance de l'amitié qui a été totalement dénaturalisée, je vais dire ça, comme ça, désacralisée à cause de Fairy Tail. Mais c'est vraiment très fort quand Mihawk qui l'a dit, le gros pouvoir, c'est justement d'allier autour de lui des personnes. C'est pas des personnes qui vont faire n'importe quoi pour lui. C'est des personnes qui vont faire n'importe quoi pour les amis de Luffy. Et c'est aussi ce qu'on a vu au niveau du sauvetage de Sanji. Et c'est ça qui est magnifique. Et on a eu une même chose, une même symbolique qu'on a eu au niveau de Dressrosa. C'est-à-dire que la personne qui a sauvé Shirahoshi de la débilité de Charlot, c'est sa mère. C'est Otohime. Et juste avant, t'as les larmes d'un père qui est obligé de sacrifier le rêve de sa femme qui est morte. Alors ça, je parle pour les personnes qui vivent avec une... Je l'ai déjà dit hein, dans ma FAQ que j'ai énormément de chance de vivre avec une femme magnifique et je lui donnerai ma vie pour elle. Et bien là, c'est exactement la même chose. Et trahir le rêve d'une personne qu'on aime au-delà de tout, pour sauver bien sûr son enfant, hein, parce qu'il y a une raison là-dessus, c'est un déchirement au niveau du cœur qui est absolument incroyable. Et ça, et c'est ça qui est génial, c'est-à-dire que au niveau de One Piece, t'as des lectures à différents niveaux en fonction de la vie que t'as eue. Ça, encore une fois, j'en ai énormément parlé dans mes FAQ, j'ai eu énormément de bons retours là-dessus, et c'est ça la grande force de One Piece. One Piece est un manga qui se lit, mais c'est un manga qui se vit. Et ce qui est beau là-dedans, c'est la symbolique, comme je l'ai dit, que c'est Otohime, à travers
le dragon céleste qui vient d'intervenir, qui s'appelle Don Quichotte, je me rappelle plus son nom, c'est Joart, un truc comme ça. Et ça reprend parfaitement ce qui s'est passé au niveau de Dressrosa. C'est-à-dire que quand Diamante est prêt à les tuer, il reçoit un coup, il tombe en arrière et il tombe sur la tombe de la mère de Rebecca. Et c'est cette action qui met Diamante KO. Donc, c'est la mère qui, au-delà de la mort, vient aider sa fille. Et encore une fois, on est dans de la... Je trouve pas les mots. Franchement, je trouve pas les mots. Aussi, la petite chose qui est sympa, c'est de voir qu'il y a des Tenryubito qui, en fond d'eux, ont cette qualité qui fait que un humain est un humain, c'est-à-dire qu'un humain est capable de la pire cruauté, et ça on le voit justement avec les dragons célestes, mais les humains sont aussi capables de remise en question et d'évoluer et d'avancer et d'aider son prochain. Et ça aussi, tu le vois avec un Tenryubito, et ce qui est vraiment important, c'est que le Tenryubito fait partie de la famille de Doflamingo, fait partie de la famille de ce père, le père de Doflamingo, qui justement voulait devenir humain, voulait quitter ce statut qui était un petit peu trop utopique, certes, mais ça montre que parmi les Tenryubito, il y a des bons. Et ça, en un sens, Ishiroda nous le montre, ça peut peut-être remettre en question le projet des révolutionnaires. Alors ça ne remettra pas le projet en tant que tel par rapport à Dragon. Dragon est trop comme tout leader, est trop focalisé sur une action, mais quelqu'un comme Koala, ou même quelqu'un comme Sabo, qui a une vision beaucoup plus large du monde, ça peut remettre en question la guerre qui va être déclenchée. Et encore une fois, ici, dans ce chapitre, il y a peut-être des petites graines de conflit au niveau des révolutionnaires qui viennent juste d'être plantées. Et ça, c'est pas mal. Et justement, en parlant des révolutionnaires, on va parler d'un truc bien sympa, c'est tout simplement le trône. Qu'est-ce que ce trône? Ce trône est un symbole. Juste sur le devant, on voit qu'il y a les 20 armes qui ont été justement mis ici, qui représentent la position des rois qui ont fondé, qui ont créé justement le gouvernement mondial, qui ont créé le monde tel qu'il est. Et juste en dessous, il y a plein d'épées qui représentent les rois qui viennent prêter allégeance. Et déjà, rien que par rapport à la position, on voit qu'il y a une sorte de soumission. Et ça d'ailleurs, ça a été expliqué par Lushi. Lushi, j'en ai pas encore parlé, on va en parler juste tout à l'heure. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le trône est bien supérieur aux armes qui ont été plantées par les 20 rois qui ont créé, qui ont fondé le gouvernement mondial, qui ont fondé Marijoa. Donc ça veut dire qu'il y a une puissance qui est au-dessus. Et quand tu vois le trône, tu vois juste derrière le symbole du gouvernement mondial, et après tu vois deux sortes de lignes fuyantes avec plein de petits points dessus. Et c'est vrai que ça fait penser au Nouveau Monde, et ça fait penser aux différentes petites îles. Sauf que, je sais pas si vous avez remarqué, mais si vous comptez les étoiles, moi je parle d'étoiles, mais quand vous comptez les petits points qui peuvent être soit des étoiles, soit sinon des îles, vous remarquez qu'il y en a 5. Et là, on peut voir un truc qui peut être hyper symbolique, c'est-à-dire que les 5 points qu'on voit, c'est les 5 points du Goresei. Et le reste, c'est le Nouveau Monde. C'est-à-dire qu'il y a une symbolique ici, c'est-à-dire que ça montre que les 5 points qui sont ici, juste au-dessus du gouvernement mondial, dominent le reste du monde. Je sais pas ce que vous en pensez. Question symbolique encore, je trouve que c'est beau, je trouve que c'est pas mal. Et là, on va arriver sur un truc encore mieux. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a une personne qui va prêter allégeance, et cette personne est complètement idiote, c'est tout simplement Stelly. Stelly a le rêve de devenir un Tenryubito, et là il s'aperçoit qu'il y a des éléments qui sont encore supérieurs au Tenryubito. C'est-à-dire que s'il s'assoit sur ce trône, il deviendra carrément le roi qui contrôlera les Tenryubito, et pourquoi pas même le Goresei. Et là on le voit qu'il tremble, il veut devenir ça, il veut être dessus. Et quand on dit que les révolutionnaires
veulent déclarer la guerre au Tenryubito, ils veulent marquer un coup d'éclat. Moi je pensais, dans le chapitre précédent, que tout simplement Dragon allait voler le trésor de Marijoa pour le présenter au monde et déclencher ainsi le début de la chute des Tenryubito. Et là on peut arriver sur un truc encore plus fou. C'est-à-dire que ce trône, il est connu de génération en génération, par les rois qui sont venus prêter allégeance. Donc c'est quelque chose qui est connu dans le monde entier. Et là on peut imaginer que Sabo vienne ici, ne s'assoit pas sur le trône, mais tout simplement par la puissance de son fruit du démon, parce qu'on voit que c'est des armes, les armes sont faites en fer, et quand tu mets un fer à une très très haute température, tout simplement ils fond. Imaginons que le trône est aussi fait en or et en fer, à très très haute température, ils fond. Donc imaginez tout simplement que Sabo détruise le trône, il détruirait le symbole de la puissance des Tenryubito. Il détruirait carrément le symbole même du gouvernement mondial et permettrait ainsi l'émancipation de tous les peuples dans le monde de One Piece. Et ce qui serait encore mieux là-dedans, c'est pour ça que c'est beau, c'est-à-dire que Stelly a l'optique de s'asseoir sur le trône, et si il voit Sabo, il va le reconnaître, et ça serait Sabo, son frère, enfin frère adoptif, qui serait l'instigateur de la destruction du rêve de Stelly. Et là, encore une fois, niveau symbolique, j'adore. On va revenir à quelqu'un, on va revenir à Luffy parce que j'ai oublié d'en parler. Le mec, la badassitude à l'état pur. Même s'il y a une autre personne qui va venir après, qui est encore plus badass que lui, il arrive, il est, mais vraiment nickel. Après, on voit qui avec lui? On voit Stussy et on voit aussi Kaku. Par contre, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a une grande personne qui est juste à côté, qui est aussi qu'un masque. Et ce mec-là, il faisait partie des personnes qui avaient justement annoncé que Doflamingo n'était pas déchu et qu'il était encore qu'il était encore un Chichibukai. Donc, qui est cette personne derrière? Très bonne question. Personnellement, je vous dirais que je ne sais pas. On va plutôt s'attaquer un petit peu à Luffy. Luffy fait partie de ces antagonistes qui, quoi qu'il se passe, resteront un antagoniste. Tu as les antagonistes qui sont, entre guillemets, j'appellerais ça les antagonistes de rédemption. C'est-à-dire que ce sont des méchants et après vont devenir des gentils ou vont s'allier aux héros. Là, ça, le plus grand exemple, bien sûr, c'est Vegeta. Et au niveau ici, nous pouvons presque penser à Crocodile ou nous pouvons penser bien sûr à Katakuri, Katakuri qui est un antagoniste, mais par rapport à ce qu'il pense, par rapport à ce qu'il a montré à la fin, on peut imaginer que plus tard, il va aller du côté de Luffy, bah oui, tout simplement, de Luffy. Et lui, Luffy, lui par contre, il est un petit peu comme Eneru, c'est-à-dire que Eneru est un antagoniste, il part sur la lune et il va revenir et il va pas devenir un gentil. Non, 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 il va continuer à être un gros con. Et Luffy, lui, continuera à être un gros con, mais un gros con du type d'Akainu. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a une vision de la justice, et la vision de la justice va au-delà de ses propres motivations. Luffy est l'exemple même de l'objet, de l'instrument. Et c'est ce qu'il est. Il est l'instrument du gouvernement mondial et il connaît sa place, il connaît la place des dragons célestes et il connaît la place des autres populations. Et c'est parce que le monde fonctionne comme ça depuis 800 ans et que les gens vivent toujours, eh bien il fait partie de ces personnes qui pensent que quelque chose qui a marché pendant plusieurs années peut continuer à marcher et c'est la meilleure chose qui peut arriver. C'est-à-dire que c'est une personne qui doit penser au fond d'elle que ça sert à rien de détruire un tyran qui gouverne un monde avec certes des atrocités, mais le monde vit quand même, que détruire un tyran pour replacer quelqu'un d'autre qui pourra être pire. Il y a toujours la phrase de « on sait ce qu'on perd mais on ne sait pas ce qu'on va gagner ». Et pour moi, Luffy fait partie de ces personnes.
Alors maintenant, est-ce qu'il a plus de puissance? Oui, on l'a vu. Les Tontatas sont réputés pour être des personnes qui vont très très vite et qui sont inarrêtables. Et là, il l'a arrêté d'une simple main. Et Sai, on a vu ce qu'il avait fait au niveau de l'AOG. Et on a vu aussi qu'il a été totalement maîtrisé en un seul coup. Et Luffy n'a pas voulu faire de gros scandales. Il les a tout simplement arrêtés parce qu'il savait ce qui allait arriver. C'est-à-dire que si ils avaient détruit ou s'ils avaient tapé Charlot, eh bien ce n'est pas eux qui allaient mourir, mais carrément tout leur peuple. Et donc, de ce point de vue-là, on peut reconnaître une bonté d'âme à Luffy. Donc non, ce n'est pas qu'un con. C'est quelqu'un qui est cartésien. C'est quelqu'un qui connaît que deux couleurs, le noir et le blanc. Et sans vouloir jouer dans la symbolique, avant, il avait un costume noir, et maintenant, il a un costume blanc. Et maintenant, on va parler du truc Ultimate Combo de ce chapitre. C'est tout simplement l'arrivée de Shanks. Il arrive comme ça, et il parle au Gorosei. On est à la rêverie. D'ailleurs, la rêverie, c'est une vraie passoire, vu le nombre de personnes qui sont en train d'entrer. Et s'il est là, s'il a atteint le Gorosei, c'est parce que le Gorosei, en un sens, l'a accepté. Sinon, même s'il est puissant, il se serait passé quelques trucs. Donc ça veut dire que, je dirais pas qu'il y a un lien entre le Gorosei et Shanks, mais le Gorosei reconnaît l'utilité de Shanks. Rappelez-vous d'ailleurs la peur qu'ils avaient eue à une époque quand Shanks avait rencontré Barbe Blanche. Ça les avait fait un tout petit peu flipper quand même. Donc là, ils vont venir écouter ce que veut dire Shanks. Et de quoi il veut parler? Il veut parler d'un pirate. Et quel est ce pirate? Personnellement, je table sur Barbe Noire. Ça ne peut pas être Luffy. Il n'est pas là pour dire faites attention à Luffy, il va falloir commencer à le contrôler parce que sinon il va foutre la merde. Shanks pour moi n'est pas le mastermind. Shanks n'est pas la personne qui a manipulé Luffy pour après faire le cliff de fou à la fin où quand ils atteignent Raftel, Shanks arrive et latte la gueule à Luffy et à tout son équipage. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs éléments. Premièrement, il y a Yasopp. Et on ne sous-estime jamais l'amour d'un père pour son fils. Deuxièmement, il y a Ben Beckman. Le mec le plus intelligent au niveau de East Blue, je dirais même peut-être plus, des 4 mers, soyons fous. Et je pense qu'il aurait vu le problème par rapport à tout ce qui se passe autour de Luffy. Je pense qu'il aurait vu qu'à un moment, il n'était plus incontrôlable et il se serait passé quelque chose. C'est-à-dire qu'à un moment où il est plus contrôlable, à la rigueur, ils auraient peut-être tué Luffy pour mettre une autre personne, par exemple Law, qui aurait été un peu plus contrôlable par rapport à la haine qu'il avait envers Doflamingo. Donc, question marionnette, il y avait peut-être des marionnettes qui avaient ces capacités d'atteindre Raftel, parce que imaginons que être un dit, ça permet d'ouvrir une clé ou de comprendre quelque chose au niveau de Raftel, ou par rapport au gouvernement mondial, vu qu'on sait que c'est les ennemis héréditaires des Tenryubito. Donc ça, c'est la deuxième chose. Troisième chose, je pense que c'est aussi par rapport au fait qu'il ait eu le chapeau de Goldie Roger. Goldie Roger pouvait lire, pouvait entendre toute voix et pour moi, pouvait lire en toute chose et en tout être. Je pense qu'il avait cette faculté de voir au fond des âmes. Et c'est d'ailleurs pour ça que Barbe Blanche dit bien à Barbe Noire, tu n'es pas la personne, tu n'es pas le dit, tu n'es pas la personne pour la prophétie, pour la volonté du dit. Pourquoi? Parce que ça, c'est tout simplement Goldie Roger qui l'a dit à Barbe Blanche, parce que Barbe Blanche lui dit « Moi j'ai un dit dans mon équipage ». Et justement, ils ont dû en parler. Donc, si Shanks était quelqu'un de malsain, il n'aurait jamais eu ce chapeau. Et avec le chapitre précédent, on voit encore plus l'importance de ce chapeau, de cette transmission. Donc pour moi, c'est les 3 éléments qui font qu'il est impossible que Shanks soit le mastermind. Alors pourquoi il est venu parler de Barbe Noire? Barbe Noire, le gouvernement mondial est au courant que c'est un très très gros danger. Ils se sont fait berner. Il est devenu Shichibukai pour aller à Impel Down, faire son équipage, après aller à Marineford et prendre le fruit de Barbe Blanche. La destruction en partie de Marineford est due à Barbe Noire.
Donc ils doivent avoir un œil. Sauf que Barbe Noire est quelqu'un d'intelligent. Barbe Noire fait les choses en douce, fait les choses en arrière. Et une fois qu'il a toutes ses cartes dans la main, bim, il va arriver. Les seules personnes qui sont peut-être au courant de ce que fait réellement Barbe Noire, c'est Aokiji, parce que je pense que c'est un espion, et aussi Marco. Il y a eu le combat, ça s'est passé 1 an après Marineford, donc il y a dû y avoir des recherches qui ont été faites, il y a dû y avoir des choses qui ont été mises en place, et comme Nekomamushi a dit qu'il savait sûrement où était Marco, et comme Nekomamushi et Inuarashi ont fait partie de l'équipage de Goldie Roger, donc ils connaissent très très bien Shanks, on peut imaginer que Marco a été se réfugier auprès de Shanks. Et comme il y a plusieurs jours, c'est-à-dire il y a au moins 2 semaines dans le temps de One Piece, Nekomamushi a dit « Je vais aller retrouver Marco », on peut imaginer que Nekomamushi a parlé à Marco et ont parlé à Shanks et ont commencé à parler du gros problème que peut poser Barbe Noire. Et c'est à partir de ces informations que Shanks a dit « Ok, on va commencer à préparer le terrain, on va commencer à présenter Barbe Noire comme étant une menace. » Alors maintenant, connaissant la puissance de Shanks, faut pas oublier aussi, là je viens juste d'y repenser, qu'il y a eu les éléments de Baltigo, qui a permis à Barbe Noire de refaire surface. Et il y a eu aussi une confrontation avec le gouvernement mondial. On peut imaginer que Shanks a été prévenir le gouvernement mondial pour leur dire « Je vais vous parler d'un pirate, c'est Barbe Noire. Barbe Noire est en train de foutre la merde. Si vous vous en occupez pas, je vais être obligé de m'en occuper. Et si je m'en occupe, vos 3 pouvoirs que vous aimez tant, déjà qu'ils sont en train de pas mal se casser la gueule, là, ça va être une annihilation complète et le monde que vous voyez va être un véritable chaos. » Donc là, il est tout simplement venu les mettre en garde. Tel un père va remettre en garde ses enfants. Si vous arrêtez pas le bordel du mec là, c'est moi qui vais venir. Et si j'y vais, vous allez pas aimer. Et ça, c'est génial. Parce que Shanks, il arrive et il va leur parler comme si c'était des gamins. J'ai hâte, si c'est ça, si c'est la façon dont ça fait, ça va vraiment envoyer du lourd. Le Shanks qu'on connaît, franchement, petite pensée à toi, hein. Le roux c'est pour toi. Je sais que tu adores Shanks. Là, je pense que ça va être excellent. Donc voilà un petit peu le fruit de mes recherches. Encore une fois, on n'a pas parlé de Kaido, on n'a pas parlé de Big Mom, on n'a pas parlé de Gap et des révélations. Pourquoi? Parce que tout ça va être dans une autre vidéo. Et si j'avais fait ici, cette vidéo aurait fait au moins 1 heure. Donc voilà. Alors c'est là-dessus que se termine cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère que vous l'aurez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager par exemple autour de vous. Laissez des commentaires et surtout, n'oubliez pas le principal. One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes Nakama.